Madame, monsieur, bonsoir. La télévision suisse romande nous offre ce soir un très beau cadeau. L'histoire d'Homo sapiens. C'est un voyage qui a commencé il y a environ 300 000 ans et qui nous raconte pour la première fois l'histoire de nos ancêtres. Homo sapiens, qui a été coproduit par la télévision suisse romande, est un documentaire fiction. C'est-à-dire, c'est le fruit de la collaboration entre un réalisateur, Jacques Malater, à qui on doit déjà l'Odyssée de l'espèce, et l'un des plus grands paléontologues au monde, Yves Coppens. Excuse-moi, je suis un tout petit peu en retard. Oui, un tout petit peu. Une excuse? Oui, j'étais au maquillage. Oui, parce qu'on peut décemment pas présenter un film de la qualité d'Homo sapiens en étant pas un minimum en Homo sapiens. Donc, non, mais t'es pas en Homo sapiens, Phil. Je sais, mais en même temps, on peut pas présenter un film de la qualité d'Homo sapiens en étant complètement à poil. Donc j'ai mis mon petit costume. Mais par contre, regarde, là, tu vois, les poils sont là. Oh, mais c'est hyper bien fait. Ah, c'est bien, hein. Ah bah, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, ils ont mis des heures, hein. Moi, j'ai raté quelque chose? Non. T'as déjà dit que c'était un film exceptionnel, ça? Non, moi j'ai dit formidable. Oui, c'est bien aussi, ça. Est-ce que tu as dit que c'était un documentaire fiction, c'est-à-dire qu'il y a des bases scientifiques extrêmement solides, mais en même temps, c'est une interprétation libre? Oui. Et j'ai aussi dit que c'était un film coproduit par la télévision suisse romande et qu'on en était très fiers. Voilà. Mais tu n'as pas dit que ça avait été tourné partiellement en Suisse et particulièrement en Valais. Non, oui. Mais j'allais le dire quand t'es arrivé avec ton histoire de poil là. D'accord. Bon, je crois qu'on a tout dit, alors il reste plus qu'à s'émerveiller. Alors, très bon film. Voilà. Il y a 400 000 ans, un nouvel homme voit le jour. Il est le premier représentant d'une famille extraordinaire, celle des Homo sapiens, la nôtre. Ces enfants traversent les mers et les montagnes, s'adaptent à tous les climats. Plusieurs fois, ils perdent tout, mais trouvent toujours le moyen de survivre et d'aller au-delà de leurs limites. Ils apprivoisent les plantes, les animaux. Ils construisent des villages et changent les paysages. L'homme devient la plus puissante créature du monde animal. Ils se lancent à la conquête de l'imaginaire, découvrent l'art, la magie et les rêves. Nous sommes leurs enfants. Leur savoir s'est transmis sur plus de 50 000 générations pour arriver jusqu'à nous. Quelle est leur véritable histoire ? Comment ont-ils peuplé la Terre? Comment ont-ils fait pour que nous soyons là, aujourd'hui? Voici l'histoire de la fabuleuse ascension de notre grande famille, celle des Homo sapiens. Comment débute cette histoire? Comment notre espèce est-elle apparue? D'où vient-elle? Rappelez-vous, il y a 8 millions d'années, la planète se refroidit soudainement. L'eau est aspirée par les pôles. Une immense calotte de glace se forme en Europe et en Asie. Au nord, la vie commence à s'acclimater au froid. Sous les tropiques, la nature assoiffée cherche désespérément un peu d'humidité. En Afrique, les grands singes voient leur forêt disparaître. 2 d'entre eux, Ororin et Toumaï, s'adaptent à la savane et inventent une nouvelle façon de se déplacer. Ils se mettent debout. Ils disparaissent il y a 4 millions d'années en donnant naissance à de nouvelles espèces mieux adaptées, les australopithèques. Lucie et ses congénères se mettent en marche. Ils survivent en se nourrissant de végétaux de plus en plus durs et coriaces, puis tombent à leur tour, victimes de leur fragilité et des prédateurs. Alors arrive Homo habilis, l'homme habile, le premier véritable représentant du genre humain. Il invente l'outil, commence à agir sur le monde et à le parcourir. Son évolution le change en Homo erectus, l'homme dressé, le découvreur du feu. Le pouvoir de l'homme fait un bond immense dans le règne animal. Erectus se lance à la conquête du monde. Il sort d'Afrique, entre en Asie et en Europe. Quelques dizaines de milliers d'hommes et de femmes, dispersés en petits groupes, qui préparent sans le savoir l'arrivée de notre espèce.
Imaginez. Nous sommes il y a 400 000 ans, au cœur du continent africain. Homo erectus marche parfois jusqu'à 50 km par jour pour survivre. Il chasse de petits animaux, cueille des baies et des racines, pour lui et les siens. Parfois il meurt sur le chemin. Au mieux, il vit jusqu'à 25 ou 30 ans. La disparition d'un des leurs est toujours vécue comme une souffrance. Mais Erectus ne sait rien du mystère de la mort. Où est parti le souffle? Pourquoi ne bouge-t-il plus? Et toujours derrière eux, le danger qui menace. Il faut marcher ou mourir. C'est la loi. La dépouille est abandonnée aux animaux. On se rappellera encore quelque temps de l'être aimé. Puis le souvenir s'évanouira. Quand Erectus s'installe pour la nuit, il commence par construire des abris pour se protéger. Puis il fait un feu pour écarter les prédateurs. Il sait aussi faire toutes sortes d'outils. Mais tout cela ne compte pas pour la femme qui porte l'enfant. Voilà des jours qu'elle ne mange que des racines. La femme a besoin de force pour celui qui bouge en elle. Elle ne veut plus de ses racines. Le chef Erectus sait très bien qu'il n'a pas réussi à trouver de gibier. Il sait très bien que ses racines sont amères et ne calment pas la faim. Mais ce n'est pas une raison pour le lui faire remarquer. Erectus est curieux et toujours à l'affût de la moindre nouveauté. Le chef a déjà entendu ce bruit, mais aujourd'hui ce son qui résonne lui plaît. Mais soudain, ça ne résonne plus. Ça ne résonne plus. Ça y est. Si on colle son oreille, c'est beaucoup mieux. Homo erectus est chasseur. Au petit matin, le chef et son frère sont partis sur les traces prometteuses d'une qui marche sur deux pattes. Mais la trouver ne suffit pas. À la course, elle est beaucoup trop rapide. Alors, on organise un stratagème. Chacun son rôle. Un qui rabat, l'autre qui attend. Des termites jaunes. Les jaunes, lui, il ne peut pas résister. Le chef connaît bien le caractère de celle qui marche sur deux pattes. Avec ses œufs, c'est une maniaque. Elle les connaît tous un par un. Et s'il en manque ne serait-ce qu'un seul, c'est la crise. La chasse est lancée. Le piège va se refermer sur l'animal. Mais que fait le frère ? Si elle le rattrape, c'est la mort. Ses pattes sont coupantes comme des silex. Son bec lui pique la peau comme une pointe de lance. Le frère trouve toujours un moyen pour tout gâcher. On ne peut pas lui faire confiance. Mais l'animal ne peut plus fuir. C'est une bonne chose. Ce jour est un bon jour pour Erectus. Erectus commence par manger l'estomac, riche en végétaux. Puis il découpe l'animal pour le transporter dans ses campements. Les images de la capture sont encore dans la tête du chef. La bête est tombée dans le trou
et tout est devenu facile. Il y a là une idée, mais les mouches piquent et l'empêchent de réfléchir. Le corps d'Erectus est de moins en moins velu. Sa peau nue est constamment soumise aux agressions des insectes, surtout les endroits sensibles. À cet endroit, le frère n'est pas piqué par les mouches. C'est la peau de l'animal. Avec la peau, les mouches ne piquent plus. C'est peut-être comme cela qu'Erectus a inventé l'habit. Le partage de la viande est soumis à la place que chacun occupe dans la hiérarchie du groupe. Les chasseurs sont servis les premiers, puis viennent les femelles préférées, auxquelles on réserve un morceau de choix. Celle qui porte l'enfant a maintenant son gibier, et Erectus est conforté dans sa fierté de chef et de protecteur. Mais le pouvoir n'est jamais acquis. On tourne le dos et quelqu'un est prêt à vous prendre la place. Sa peau. Il a oublié sa peau. C'est sa peau. C'est sa place. Et il est le chef. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Comme la femme qui porte l'enfant. Comme la souffrance ou l'espoir. De toutes les images qui remplissent sa tête est sortie celle d'un trou. Le chef a décidé d'en creuser un, là où les animaux viennent boire, pour qu'ils tombent dedans, comme salade de pâtes. Mais de creuser la boue a donné une nouvelle apparence à son corps. Le chef est surpris. Il ne reconnaît plus son frère. Le rire est certainement apparu à cette époque. Un comportement qui aura de l'avenir. Peut-être les premiers rires de l'humanité, mais aussi la découverte du beau, grâce à une trouvaille d'importance. Une pierre différente des autres. Il la trouve belle. Alors la pierre devient autre chose. Une parure qui fait plaisir à regarder. Et sur lui, qu'est-ce que ça donne? Il n'est pas beau comme ça? Beau et différent. Maintenant, c'est sa pierre. C'est son signe. Le signe du chef. Le chef voudrait que celle qui porte l'enfant regarde la pierre. Mais ce n'est pas le moment. La douleur est montée dans le ventre de la femme. La femme veut être seule pour ce moment où l'enfant tombera de son ventre. Elle sait ce qu'elle doit faire, sans l'avoir appris. Le chef est plein d'espoir. Le piège, la peau qui protège, la pierre. Mais l'enfant, va-t-il arriver? Une fois sur deux, il vient sans le souffle, comme ceux qui tombent sur le chemin. Parfois même, les douleurs se terminent par la mort de la femme. La vie viendra-t-elle? Il est vivant. C'est une petite fille. Elle a une drôle de tête, avec son front tout droit et sa peau sans poils. Elle a l'air si fragile et vulnérable. Le chef ne veut pas que le froid prenne son souffle. Il sait maintenant. Sa peau n'est plus pour lui. Sa peau est pour l'enfant. Sans le savoir, ils viennent de donner naissance à une nouvelle espèce d'homme. Une espèce qui va bientôt les remplacer. Homo erectus sent peut-être qu'il a fait son temps. Et que l'avenir est là, entre ses bras.
Homo sapiens arrive. Il va changer la vie des hommes et conquérir le monde. L'évolution d'Erectus en sapiens s'est faite sur des centaines de générations. Petit à petit, son corps devient plus élancé. Son front se redresse. Son cerveau devient plus vaste, plus complexe. Sapiens sort d'Afrique et explore le Moyen-Orient. Il commence à s'habiller, développe son sens esthétique et ses outils. Sa pensée et son imagination vont faire de lui un autre homme. Nous sommes à moins 100 000 ans. Les orages de chaleur sont les pires. Ils tuent à chacun de leur passage. Mais d'où vient cette lumière qui aveugle? Qui crache cette colère qui fait trembler nos crânes? Un d'entre nous va trouver une réponse au grand mystère de la mort. Il s'appelle Neka le Jeune. Depuis qu'il s'est chassé, Neka protège sa mère et sa petite sœur. Le clan avait marché depuis la venue du jour. Le vent s'était levé soudainement et le ciel s'était mis à cracher du feu. Le chef avait cherché un refuge, mais rien. Et l'on s'était serrés les uns contre les autres, en attendant que passe la fureur de la nature. Naoki, la sœur de Neka, a eu peur. Et elle est partie tout d'un coup, sans prévenir. Sa mère l'a suivie pour la protéger. C'est à ce moment que la tragédie est entrée dans la vie de Neka. De la foudre tombée sur la mer, une bête à cornes est apparue. Neka l'a vue. L'animal est parti en laissant les corps de sa sœur et de la mère sur le sol. Elle ne bougeait plus. Neka n'avait pas... Il s'en voulait. Il fallait qu'elle bouge, qu'elle se remette debout. Très vite, notre chef a compris que le souffle les avait quittés. Mais Neka ne voulait pas croire. Il refusait d'entendre et de voir ce que tous voyaient. Elles étaient mortes. Il n'y avait rien à faire. Et le chef voulait partir au plus vite. Mais Neka voulait rester là. Il voulait attendre qu'elle se réveille. Comme si c'était possible. Le chef ne comprenait pas. Mais il ne pouvait pas abandonner Neka. Alors on s'est arrêté là. Au début, c'était juste pour une nuit. Sapiens est nomade. Avec ses peaux, il fait maintenant des abris. Son langage s'est perfectionné. Il a des mots pour parler des choses abstraites, comme du temps derrière soi et du devant. Son cerveau a plus de mémoire. Il est capable de plus d'associations. Son imagination s'en trouve augmentée. Et il est probable que ses rêves deviennent plus impressionnants. Dans son sommeil, Sapiens croit qu'il voyage dans un autre monde. Un monde parallèle, situé derrière les yeux. Le clan dormait encore quand une bête à grandes cornes est venue boire à la rivière. Le corps d'un animal de cette taille, c'était de la viande pour tout le clan. Pour Neka, cela ne faisait aucun doute. C'était la même bête à cornes, celle qui était venue la veille, dans la grande lumière. Cette fois-là, le chef n'a pas été trop maladroit.
Elle était blessée à mort. Le chef était fier. Le clan aurait des semaines de nourriture grâce à lui. Mais ce n'est pas la viande qui occupait les pensées de Neka. Dans le souffle de l'animal qui s'enfuyait, il entendait gémir la voix de sa sœur. Au moment où la bête perdait la vie, l'inexplicable est arrivé. Le souffle de l'animal avait disparu et celui de sa sœur était revenu. Comment était-ce possible? Naoki respirait. Naoki. Elle retrouvait la vie. Naoki. 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 C'est ainsi que Naoki est revenu parmi nous, et tout le monde s'est réjoui. Mais Neka était préoccupé. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Naoki. 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 L'animal avait-il donné son souffle à sa sœur? La mort de l'animal avait-elle permis de redonner la vie à Naoki? C'était un grand mystère. Le chef aurait voulu qu'on le félicite pour sa prise, mais tout le clan était fasciné par le miracle de Neka. Neka avait un nouvel espoir. Peut-être restait-il dans la peau de la bête un peu du souffle de l'animal pour le donner à sa mère. Au début, tout le monde s'est dit que Neka avait perdu la raison. Mais il suivait une idée fixe. La bête à cornes pouvait redonner vie à sa mère. On espérait aussi que la mère reviendrait. Mais le comportement de Neka nous échappait. Il ne mangeait pas. Il restait près du corps, en attendant un signe. Le signe est venu du ciel. Comme toujours, les charognards sont arrivés pour prendre le cadavre. Mais Neka refusait cela aussi. Si les vautours prenaient la chair de sa mère, aucun souffle ne pourrait y revenir. C'est peut-être ce jour-là qu'Homo sapiens a inventé la première sépulture. Pour protéger le corps du défunt, probablement aussi pour se protéger de la vision de ce corps qui pourrit, car même sans les vautours, le corps disparaissait petit à petit. Nika! 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 Le chef voulait que Neka mange, et il s'est personnellement déplacé pour lui offrir un morceau de choix, ce qu'il ne fait jamais. En fait, il voulait que Neka lui donne le secret de sa magie. Il voulait comprendre comment Neka avait redonné vie à Naoki. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Nika! Neka lui disait que sa mère vivait dans un autre monde et qu'elle devait manger. Il divaguait. Mais le jeune a donné sa viande pour la mère. C'en était trop. Elle n'avait plus besoin de nourriture, elle était morte. Ce monde, certains d'entre nous ont commencé à y croire. C'était le monde dans lequel on allait en dormant. On y croisait nos morts. C'était le pays des songes. Quelques jours plus tard, 3 d'entre nous ont décidé de quitter le clan. Nous étions nombreux et les conflits éclataient trop souvent. Ils voulaient trouver un autre clan et un autre chef. Celui-là, il ne le supportait plus. Avant de partir, il voulait entendre encore Neka raconter les images qu'il voyait derrière ses yeux.
Il voulait écouter le récit extraordinaire de la mère de Neka, pour ne pas l'oublier, pour l'emporter avec eux. Neka voyait l'autre monde, celui où les morts allaient quand le souffle les quittait. Il y voyait sa mère avec la bête aux grandes cornes. Et sa mère le regardait comme pour lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait plus faim, qu'elle n'avait plus froid. Derrière ses yeux, il y avait une lueur qui disait que la vie continuait ailleurs, une vie après la mort. Et cela change tout. Ces croyances sont sans doute les prémices de la pensée religieuse, une extraordinaire composition de l'imaginaire qui dotera Sapiens d'une force phénoménale, la foi. L'idée d'éternité va se répandre chez tous les peuples et apaiser l'angoisse de la mort. L'homme peut maintenant s'engager au-delà des limites de sa propre existence. Le temps des croyances chamaniques est arrivé. Le monde des esprits côtoie maintenant celui des vivants. Nous sommes entre moins 100 000 et moins 50 000 ans. Sapiens explore presque tous les territoires de la planète. Certains vont vers l'Asie, d'autres vers l'Europe. Pourquoi se risquent-ils dans un monde inconnu? Suivent-ils les migrations du gibier ou les signes de la nature? Beaucoup croient au pouvoir du soleil et de la lune. Il y a 50 000 ans, le premier groupe d'Homo sapiens arrive au sud de l'Europe. Ce clan voue sa vie au soleil. Sa disparition en plein jour les terrifie. Une femme entre en transe pour lutter contre les dévoreurs de lumière. Il revient. Le soleil revient. La femme qui les guide est chamane. Elle s'appelle Nata et elle est née de 3 sœurs. Pour Nata, le soleil assombri est un mauvais signe. Les soleils doivent être forts pour que vive le clan. Il faut les suivre derrière les montagnes, jusque dans le pays où ils vont tous. Face à l'immensité des Alpes, ils devraient renoncer. Pourtant la foi les porte et ils n'hésitent pas à s'engager dans le voyage le plus périlleux qu'ils aient jamais fait. Sapiens découvre la terre blanche pour la première fois, mais leurs pieds brûlent. C'est comme une peau sur les choses qui prend la forme de tout ce qui la touche. Alors, pour se protéger du froid, Sapiens invente la chaussure. Rien n'arrête la détermination de la chamane. Il faut continuer à monter. Et leur peau se met à piquer, leurs membres se mettent à geler. Ils voudraient redescendre, mais personne n'ose défier Nata. La chamane décide pour le clan. Chez Sapiens, le matriarcat est largement répandu. Les femmes ont l'autorité. Elles sont responsables de l'avenir du clan. Les hommes suivent. Le muet vient de perdre son oreille. Il n'y a ni sang, ni douleur. Que faire de son oreille gelée? Comment la rattacher? Le muet attend la vie de la femme chamane. Il n'y a rien à faire. Sauf peut-être la manger. Non, le muet préfère la manger lui-même. Après tout, c'est son oreille.
Un soleil nouveau s'est levé ce matin. Mais ses premiers rayons n'apportent ni chaleur, ni nourriture. En allant vers les terres froides, la peau de Sapiens s'est éclaircie, afin de mieux capter les rayons ultraviolets et de favoriser la synthèse de vitamines essentielles. Ils sont adaptés à une plus faible exposition au soleil, mais pas à la haute montagne. Durant son sommeil, la première sœur de Nata est partie dans l'autre monde. Son corps froid est devenu dur, comme du bois. Les croyances de Sapiens sont aussi nombreuses que les mystères de la nature. Pour ce clan, il n'y a pas de sépulture. Ils offrent le corps des défunts à la lumière. Elle les mange et les emmène vers le pays de l'autre vie. Nata accompagne les morts pour les aider à trouver le chemin. Un jour, elle retrouvera sa sœur dans le monde des soleils. Ils continuent d'avancer. Ils n'ont mangé que de la neige depuis 3 jours. Nata leur a promis qu'au bout du chemin, la nuit n'existait plus. Et cela leur donne du courage. Mais le courage ne nourrit pas les plus faibles. Chez Sapiens, tout le monde n'a pas droit à une cérémonie. Certains sont abandonnés, sans rite funéraire. Nata, c'est la peine qu'éprouve sa sœur. Elle ressent la souffrance de son clan, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Comment ont-ils fait pour résister? Est-ce leurs habits en peau ou la graisse animale dont ils s'enduisaient le corps? La conquête des terres vierges se paye au prix fort. Sur le chemin, Sapiens laisse beaucoup des siens. Mais tous ces territoires explorés profiteront aux prochaines générations. Ils sont désormais moins que les doigts d'une main. Alors que leur force les abandonne, l'espoir renaît. 3 formes, recouvertes de neige. Certainement des animaux. De la nourriture, pour retrouver des forces et aller jusqu'au bout du voyage. Ils sont sauvés. Des pierres. Plusieurs pierres. Que font ces pierres sur des animaux? Une aile d'oiseau, mais elle n'a pas de chair. D'autres hommes sont venus avant. Mais qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Pourquoi ces corps emprisonnés sous la pierre? Leur crâne ne ressemble pas au nôtre. Nata est perdue. Le pays des soleils n'est pas ici. Il n'y a rien à manger. Ils sont condamnés. Dans cet enfer, personne ne peut survivre. Personne, sauf peut-être un être exceptionnel. Dans cette Europe froide et hostile, une autre espèce humaine s'est parfaitement adaptée au milieu, l'homme de Néandertal. Nata et les siens viennent d'entrer dans leur territoire. Ils ont ouvert les tombes de leurs ancêtres. Néandertal est lui aussi un descendant d'Homo erectus. Son ancêtre est arrivé en Europe il y a 2 millions d'années. Il s'est adapté au froid qui s'installait et est devenu une force de la nature. Le chef Néandertal a décidé de ramener les étrangers au camp. Quand Nata ouvre les yeux,
Elle ne sait plus si elle est dans le monde des vivants. Quels sont ces gens qui ne sont pas tout à fait des hommes? Sans jamais avoir été en contact avec Sapiens, Néandertal aussi fait de son côté de nombreuses découvertes. Le monde invisible, les croyances, la musique, le feu. Il vit dans des cavernes et enterre ses morts. Nata et les siens ont été recueillis par le clan de la Lune. Leur chef veut savoir qui a osé déterrer ses ancêtres. Le visage de Nata l'intrigue. Qui sont ces êtres au front plat? Il faut qu'ils reviennent à la vie. Celui qui mène le clan de la Lune veut tout savoir sur eux. La chamane reprend parfois conscience. Mais ce qu'elle découvre est si étrange et différent de tout ce qu'elle sait. Que font-ils de son compagnon? Ils ne peuvent pas faire ça. Il doit rester avec elle. Elle a besoin de lui. Différence de culture, de langage, de mode de vie. Pour ces sapiens, les cultes de Néandertal sont des sacrilèges. Pourtant, sa culture n'est pas moins riche ni moins belle. Le lendemain, l'odeur de la viande grillée réveille Nata et sa sœur. La faim est plus forte que tout. Depuis la neige, elles ont tout oublié. Où sont-elles? Qui les a amenées ici? Peu à peu, les images de ces hommes au gros nez reviennent peupler les pensées de Nata. Qui sont ces gens? Les souvenirs de son périple repassent. Ce n'était pas un rêve. Et Samke, où est-il? Nata se souvient maintenant de l'endroit où ils ont enfermé son compagnon. Elle ne sait pas ce qu'est une tombe. Ils l'ont caché, comme un gibier qu'on garde pour plus tard, comme les squelettes dans la neige. Samke est mort. Elle doit le rendre à la lumière pour que son esprit puisse partir avec le vent des montagnes. Pour survivre pendant la froidure de l'hiver, Néandertal se nourrit principalement de viande. Il est le plus grand chasseur de la planète. En rentrant à la caverne, une surprise attend le chef. Le mort, enterré la veille, est parti. Il a fui. Où es-tu? Montre-toi. Il est peut-être entré dans la terre. Quelle est cette voix étrange? Est-ce lui qui appelle? Son mort était là, et la femme criait. Le chef Néandertal ne comprend pas la transe de Nata. Mais il est surpris par les mouvements de son corps. Nata et sa sœur resteront avec le clan de la Lune. Sans le savoir, ces sapiens auront découvert un nouveau continent, l'Europe. Cette traversée des Alpes a ouvert la route, et d'autres suivront bientôt les traces de ces pionniers. Cette rencontre n'est que la première. D'autres suivront. Dans quelques millénaires,
Sapiens et Néandertal vivront ensemble une aventure exceptionnelle, celle de la grande chasse. Au même moment, de l'autre côté de la planète, Homo sapiens découvre l'Asie. Avec la glaciation, le niveau des océans est alors 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les îles d'Asie du Sud-Est sont reliées entre elles. Homo sapiens va pousser son voyage jusqu'à la limite des terres. Au cours de ces migrations, Sapiens a changé d'apparence. Les climats et les environnements ont modifié la forme de ses yeux, de son nez et la couleur de sa peau. Il a aussi découvert un nouveau et fabuleux moyen pour se déplacer, la navigation. Depuis des générations, le clan de la rivière a fait des fleuves le centre de sa vie. Pour eux, l'eau est sacrée. Elle est la direction qu'ils suivent et les protège contre les dangers. Voilà des mois qu'ils descendent ce cours d'eau. Et ils ont traversé la péninsule indonésienne sans avoir croisé un seul clan. Pourtant, un autre humain est déjà là depuis longtemps. Et il observe chacun de leurs gestes. Cet être humain est lui aussi un descendant d'Homo erectus. Arrivé ici il y a presque 2 millions d'années, il a évolué en plusieurs sous-espèces qui peuplent toute l'Asie. Homme de Pékin, homme de Java ou homme de Flores. Chacun d'entre eux est adapté à son milieu. Le jeune est le seul à l'avoir vu, et personne ne veut le croire. Le clan de la rivière ne s'arrête jamais de naviguer. Ils suivent le sens de l'eau, se laissent porter par les courants de cette veine qui devient chaque jour plus large. Il y a 60 000 ans, le clan de la rivière arrive au bout des terres d'Asie et découvre l'océan Pacifique pour la première fois. Pour eux, cette étendue d'eau est un nouveau fleuve dont on ne voit pas l'autre rive. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont fascinés par ces vagues immenses, par ce son qui fait trembler leur corps. Le chef est déterminé à trouver le chemin jusqu'au bout de l'eau. Il a décidé de partager le clan en 2 groupes. Il part avec son chaman et sa famille et reviendra ensuite chercher le reste du clan. Homo sapiens ne sait pas encore qu'en face de lui, des milliers de kilomètres d'eau profonde sont prêts à l'engloutir. Emporté par sa foi, ce petit groupe d'hommes et de femmes s'élance à la conquête d'un océan dont ils ignorent toute la monstruosité. Ceux qui restent ont installé leur campement. 3 femmes et un enfant, protégés par un seul guerrier, Œil de Serpent, le plus habile pêcheur du clan. Depuis leur installation, l'homme curieux est venu plusieurs fois, toujours le même, et il fait toujours la même chose. André! Œil de Serpent veut le rencontrer. Il sait qu'il faut toujours apprivoiser ceux qui viennent d'ailleurs, pour éviter qu'ils ne deviennent mauvais ou dangereux. L'homme repart toujours. Son attitude est incompréhensible. Cette fois-ci, Œil de Serpent a décidé d'agir différemment. Il sait qu'aucun homme n'a réussi à le prendre de vitesse. Dans cette jungle asiatique, il sait lire tous les signaux, décrypter les cris des animaux et localiser n'importe quelle créature à distance. Il est là, tout près. Que veut-il ? Œil de Serpent s'est fait capturer comme un buffle aveugle.
Œil de serpent est tombé dans les griffes d'un génie de la forêt. Ces Homo erectus sont en réalité de formidables chasseurs. Leurs règles pour la survie dans un milieu tellement hostile préconisent que tout être vivant est mangeable, même les humains, dans certaines circonstances. Ces Homo erectus l'ont capturé comme ils auraient pris un bel oiseau. Pour l'instant, ils regardent ses plumes et ses couleurs. Ils l'invitent à partager leur repas. Mais de quel sang s'agit-il? Vont-ils après cela le tuer et le manger à son tour? Œil de serpent doit rester calme. Ceux qui naviguent vers l'autre rive ont vite été emportés. Les vents et les courants les éloignent de toute terre. Quand ils se réveillent ce matin-là, il n'y a plus aucune rive, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a plus un seul oiseau dans le ciel. Le monde a disparu. Le fleuve géant a tout recouvert. Il dérive lentement vers l'Antarctique. Œil de serpent est vivant. Ils sont sauvés. Œil de serpent a excité la curiosité de ces chasseurs. Ils veulent en savoir plus sur les secrets de ces hommes peints qui marchent sur l'eau, sur le pouvoir de leurs coquillages et de leurs hameçons. Le chef du clan n'est toujours pas revenu. Que faire s'il ne rentre pas? Affaibli par le manque d'eau, le chaman vient de mourir. Ses croyances se sont effondrées. Souvent, face à la violence de la nature, Homo sapiens doute de la raison de son existence. Ceux qui marchent sur l'eau commencent à échanger leur savoir avec ceux de la forêt. L'art de la parure, les techniques de pêche, la fabrication des outils et des habits. Des liens se forment entre ces deux populations pourtant si éloignées génétiquement. Il est probable que partout sur le continent asiatique, Sapiens et Erectus se soient mélangés pour former ensemble la grande famille des peuples d'Asie. À des centaines de kilomètres, les navigateurs sont à bout de force, déshydratés et brûlés par le soleil. La terre, l'autre côté du grand fleuve. Le monde est revenu. Il est remonté des profondeurs. Ils ont navigué pendant des jours et des jours. Grâce au courant, à leur inconscience et leur audace, ils arrivaient puisés sur une terre que l'homme n'a jamais foulée. Peut-être croient-ils avoir atteint le monde secret de leurs rêves. Il y a 60 000 ans, Homo sapiens découvre l'Australie. Une terre immense, détachée du reste du monde depuis des millions d'années. Le berceau d'espèces animales et végétales uniques. Ils navigueront encore de nombreuses fois sur l'océan, sans jamais retrouver leur chemin. Ils seront à l'origine d'une autre grande famille humaine, un peuple d'extraordinaires navigateurs, la famille du Pacifique. Dans le reste de l'Asie, l'émigration continue. Homo sapiens traverse la Chine et passe en Amérique à pied, par le détroit de Bering. Il découvre un autre nouveau continent, vaste et riche en gibier. Il pousse son chemin jusqu'en Amérique du Sud.
Pendant ce temps, Sapiens entre en Europe par vagues successives. Il s'adapte au froid et à la vie glaciaire dans la toundra. Nous sommes à moins 40 000 ans. L'hiver européen est terrible, balayé par les vents glacials. La seule nourriture pour l'homme est la viande. Mais les troupeaux ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois même, ils disparaissent et la famine s'installe. Sapiens déplace ses campements toujours plus loin, en espérant trouver du gibier. Il vit dans des tipis faits de peaux et de branches, qu'il plante au sommet des collines pour guetter le moindre animal. Dans ces moments de carence, les femmes n'ont même plus de lait pour nourrir leurs enfants. Et ils meurent, les uns après les autres. Le chef du clan des rennes n'a trouvé qu'un malheureux lapin, mort de froid. Ce n'est pas avec ça qu'il va nourrir ses 2 femmes et son clan. Le clan des rennes est en train de devenir le clan du silence. Inlassablement, Akia, le chef, parcourt les alentours à la recherche du moindre mouvement dans les buissons, du moindre cri animal. Même la chair dure et puante de l'oiseau noir est une aubaine. Avec sa nouvelle arme, le propulseur, il ne rate jamais une cible à cette distance. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle se trouve là. La femme ne comprend pas. Elle veut son collier. Elle a un curieux visage. Ses bosses au-dessus des yeux. Comme si elle s'était cognée. Cette femme fait partie du peuple néandertal. Eux aussi souffrent du manque de gibier. Elle semble apprécier les coquillages du collier de Sapiens. Elle n'a jamais vu ça. Mais il est pris tout entier par son désir de la toucher, de la sentir. Et maintenant, il veut s'emparer d'elle. Et jamais une femme ne lui a résisté de la sorte. Lui, Akia, le chef du clan des rennes. Au petit matin, des cris d'animaux ont retenti près du campement. Des cris comme ils n'en ont jamais entendu. Et là, devant eux, descendant du nord, des animaux énormes, couverts de longs poils et armés de dents immenses. Ce sont des longs nez. Le chaman le sait. Il y en avait beaucoup autrefois. Des grands troupeaux. Ils avaient disparu. Toute cette viande si proche. Et comment faire pour les tuer ? Le vieux fou est prêt à les affronter. Mais cela ne rassure pas le chef. Le chaman trouve toujours les mots.